l'usage du méopa. Donc je n'ai aucun lien d'intérêt, quoique j'aimerais bien que ça soit plus utilisé côté adulte. Donc il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans le méopa, c'est qu'il est quand même pas mal légiféré, notamment depuis 1999, qui dit qu'on peut mettre en place des protocoles de prise en charge de la douleur aiguë par des équipes médicales et soignantes dans les établissements et les institutions médico-sociales. Le Code de santé publique relatif aux actes et exercices de la profession d'infirmier nous autorise aussi à utiliser des protocoles que l'on va mettre en route sans avoir vraiment la prescription, mais le protocole. Et puis l'AMM spécifie que le personnel qui va utiliser le méopa autorise aussi des personnels auxiliaires formés à participer à l'acte sous la responsabilité de l'infirmier. Donc c'est soumis bien sûr à une prescription médicale nominative. Et comme je le disais, en cas d'absence de prescription anticipée, on peut mettre à notre initiative en place ce protocole pour des actes bien précis et préalablement définis dans chaque service, en fonction des critères d'évaluation qui sont listés et renseignés, en attendant la régularisation du médecin. Et puis, il faut absolument avoir un cahier de traçabilité qui doit être rempli à chaque administration et conservé pour pouvoir demander ultérieurement au médecin de réajuster, de faire la prescription nominative. Oh. Sous quelle responsabilité on va utiliser le méopa ? Eh bien, le médecin, le chirurgien dentiste et la sage-femme est responsable de la prescription de méopa, puisque ce sont des prescripteurs. Et les infirmiers, les puéricultrices, les kinés ou les manipulateurs radio doivent être formés et compétents pour avoir le droit de bénéficier de cette utilisation. C'est une formation qui dure 2 heures, qui est faite par un anesthésiste et qui va nous renseigner un petit peu sur le stockage et la conservation du produit, sur la description du produit, ses caractéristiques, ses indications, les contre-indications surtout, puisque c'est nous qui déclenchons le protocole, il faut quand même les connaître, les précautions d'emploi, les effets secondaires, et puis les conditions, bien sûr, du méopa. Et chaque service doit avoir la liste des personnes qui sont habilitées, donc formées, qui doit être disponible, parce que souvent on est audité aussi par rapport à ça. Et on est bien sûr sous la responsabilité du chef de pôle, du PH du service, des cadres sup et des cadres de santé, dans l'application, bien sûr, et le respect des protocoles de service. Le principe de méopa, c'est un mélange équimolaire de protoxyde d'azote et d'oxygène, donc 50% de chaque côté. C'est un gaz qui est complètement inodore et incolore et qui va agir par inhalation. Alors, c'est une analgésie de surface, puisque la molécule de protoxyde d'azote va agir sur les récepteurs morphiniques avec ce qu'on appelle un état de sédation consciente, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir une communication constante avec le patient lorsqu'on va utiliser le méopa. Ça va provoquer une légère anxiolyse et ça agit très rapidement puisqu'il faut 3 minutes d'inhalation pour avoir une efficacité lorsque le masque, bien sûr, est bien étanche. On va par ailleurs récupérer l'état initial du patient dès qu'on va arrêter l'inhalation, et ça en quelques minutes, et ça c'est très intéressant aussi. Ça s'applique aux adultes, ça s'applique aux enfants, ça s'applique aussi aux nourrissons à partir de 1 mois, parce qu'il faut quand même une certaine force pour respirer dans un masque. Et il faut bien sûr une coopération active. C'est parfois difficile avec certains enfants, notamment les enfants de 3-4 ans. Et si on a vraiment un effet qui est moins intense, on va utiliser bien sûr d'autres produits. Alors les indications, ce sont toutes les soins qu'on peut avoir et qui vont provoquer des douleurs et aussi des actes invasifs de courte durée par les médecins. Donc la ponction lombaire, les myélogrammes, les ponctions veineuses, la petite chirurgie superficielle, les pansements douloureux, les soins d'hygiène éprouvants,
les soins d'escar ou d'ulcère, les actes de radiologie, les actes de kinésithérapie. On fait l'endoscopie digestive ou bronchique aussi. Des traumatismes pour mobiliser les patients, les brûlures, quand on fait les pansements de brûlures, et puis aussi parfois pendant les transports. On l'utilise aussi en analgésie au décours d'un accouchement, quand la péridurale est impossible, ou en attente, ou lorsqu'il y a un refus ou une impossibilité de la réaliser. Et puis, c'est aussi utilisé par certains SMUR et certains SAMU pour les gestes invasifs et pour les mobilisations sur les interventions. Et puis, c'est très connu en soins dentaires, surtout pour les personnes très anxieuses, les handicapés ou les enfants. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas dépasser 30 minutes d'utilisation lors d'un soin. Pas excéder 15 jours d'utilisation, parce que si c'est utilisé tous les jours, on peut se retrouver avec une certaine dépendance. Et si vraiment on doit continuer cette utilisation, à ce moment-là, il va falloir quand même interrompre pendant 2 jours ce produit. Donc vous voyez, utilisé chez les enfants, utilisé chez les personnes âgées, au décours d'un accouchement, chez les adultes, chez les petits-enfants. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, les contre-indications, c'est surtout des contre-indications très spécifiques, notamment les traumatismes crâniens et non explorés avec une HTIC, les traumas de la face parce qu'on n'aura pas la possibilité d'appliquer le masque, la présence de poches d'air comme les pneumothorax, les emphysèmes, les distensions abdominales, les accidents de plongée, les patients ayant reçu un gaz ophtalmique depuis moins de 3 mois, les interventions récentes de l'oreille moyenne de moins de 3 mois, l'altération de la conscience, les patients qui sont phobiques au masque, et ça existe, les refus du patient, et puis bien sûr les enfants de moins d'1 mois. Et je tiens à signaler que la grossesse et l'allaitement ne sont pas des contre-indications. Alors les effets secondaires, ce sont surtout des effets qui vont survenir au cours de l'administration et qui vont disparaître très rapidement après l'arrêt de l'inhalation. Donc on va être dans une ambiance d'euphorie, de rêve éveillé, des paresthésies aussi parfois, des modifications de perception sensorielle, auditive et visuelle, parfois des nausées et des vomissements, ça c'est lorsqu'on l'utilise sur un temps assez long. On peut avoir des sédations profondes, surtout si on a des patients qui sont déjà sous morphinique ou sous benzodiazépine, des céphalées, des vertiges, de l'agitation et de l'angoisse. Et puis, il y a certains cas de dépendance qui ont été décrits, mais comme c'est bien géré à l'hôpital, moi, personnellement, je n'en ai pas connu. Alors, les précautions d'emploi, il faut toujours être 2 pour l'utiliser, puisqu'il y a une personne qui va faire le soin et l'autre qui va surveiller le patient et qui va aider pour maintenir le matériel. Donc, il y aura une surveillance clinique continue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va perdre le contact, il faut arrêter l'inhalation. Il n'y a pas de nécessité d'être à jeun puisque le méopa ne va pas déprimer le réflexe laryngé. Et si c'est un geste programmé, pourquoi pas, pour le confort du patient, faire un soin à distance du repas, c'est-à-dire au-delà de 2 heures. Comme je vous l'ai dit, les patients sous traitement antidépresseur, morphinique ou benzodiazépine, il y a des risques de somnolence accrue, ça va potentialiser les effets du méopa. Et bien sûr, on aura un monitorage de la SpO2 en obstétrique, et si c'est des patients qui sont déjà sous oxygène. Pour le personnel, le mieux c'est quand même d'avoir une administration dans un local aéré, pour pas qu'on inhale non plus le méopa, avec un circuit à débit continu en adaptant à la ventilation du patient et en évitant les débits trop élevés. On choisit toujours un masque adapté en veillant à son étanchéité. Et pour cela, on va mettre un tuyau d'évacuation des gaz vers l'extérieur ou dans un coin de la pièce. Et il n'y a pas de restriction en ce qui concerne les femmes enceintes. Le matériel, il est très simple, c'est une bouteille de méopa qui est reliée à un tuyau d'oxygène.
sur un système de valve avec un ballon, un masque, un filtre à usage unique et le tuyau évacuateur, que vous voyez ici en bas sur votre gauche. Donc, il va falloir penser aux soins avant de l'utiliser et puis aussi penser à expliquer au patient ce qui va se passer. Donc, avant tout geste douloureux, anxiogène ou inconfortable, on va préparer bien sûr le patient. À distance du geste, on va expliquer le soin et les modalités d'utilisation du MEPA, surtout s'ils ne connaissent pas le système. On va décrire les différentes phases du geste et aussi ou de l'examen, il faut leur expliquer, prévenir les différentes sensations possibles qu'il va ressentir. Donc on met le patient en confiance et puis on met en place bien sûr la surveillance de la SPO2. Pour les enfants, bien sûr, on encourage toujours la présence des parents qui parfois tiennent eux-mêmes le masque et on privilégie une approche progressive et ludique, toujours chez l'enfant. Pendant l'administration, il faut rester calme parce que tout bruit va être amplifié sous MEOPA, hein, c'est les sensations nociceptives. On va régler pour l'enfant le débit entre 6 et 9 litres minute et pour l'adulte entre 9 et 12 litres pour que le ballon soit bien gonflé. Et puis on va régler le débit en fonction de la respiration du patient. Le ballon ne doit pas être surgonflé ni collabé et on va vérifier la fréquence respiratoire par le biais des mouvements rythmés que l'on voit sur le ballon. Le patient doit absolument respirer calmement, comme une respiration normale. Et il faut vraiment attendre 3 minutes d'inhalation avant de commencer le soin, sinon ça ne sert à rien. On va poursuivre l'inhalation en s'assurant qu'il n'y ait aucune fuite, sinon il va falloir recommencer la délivrance pendant 3 minutes. Quand on va placer le masque, il ne faut pas appuyer sur la face, hein, il suffit de le déposer puisque le bourrelet va faire office pour éviter les fuites. Et surtout, on va garder un contact verbal avec le patient durant tout le soin et effectuer une surveillance clinique, donc la surveillance de la conscience, de la respiration, la coloration des téguments et les mouvements rythmiques du ballon. À la fin du soin, c'est simple, hein, on retire le ballon, le masque, on interroge le patient sur ce qu'il a vécu et sur ce qu'il a ressenti, parce qu'il va ressentir des choses. En fin de compte, ce n'est pas la douleur qu'il va ressentir, c'est le toucher. Hein. Et puis, il ne faut pas oublier de fermer la bouteille une fois que le soin est terminé. Donc après l'administration, eh bien, on va jeter le masque et le filtre, sauf si on a une utilisation qui est journalière. On peut le laisser au chevet du patient. Les kits de MEOPA, de délivrance de MEOPA qui ne sont pas à usage unique, puisqu'on peut l'utiliser pour 10 patients. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre un filtre. Une fois terminé, on va décontaminer le ballon et la valve en surface pour être réutilisé. Bien sûr, lorsqu'on a des patients Covid, on n'utilise qu'une fois le kit. Avant de mettre le patient debout, on le fait asseoir et on surveille ses premiers pas et son état de vigilance. Et on va aérer la pièce si cela est possible. Et surtout, ne pas oublier de compléter le livret de traçabilité en mettant l'étiquette du patient, l'indication de l'utilisation du MEOPA, et le débit utilisé, ainsi que la durée d'administration. Et surtout, après, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est de faire régulariser la prescription lorsqu'on déclenche nous-mêmes le protocole. En conclusion, moi je trouve un vrai bonheur de faire des soins lorsqu'on a cette solution, avec un patient qui est confiant, calme, et qui n'est pas du tout stressé. Et puis parfois c'est un peu de la rigolade pendant le soin. Et ça, c'est vraiment agréable. Merci.